io aglio che a potoniron aku kafayo toli lomosuna lei oniroita oniroita. Zone Europe. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV 78. Un numéro spécial enregistré à Chypre, une île divisée en deux depuis l'invasion de l'armée turque en 1974 et l'occupation illégale du Nord. La République de Chypre est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2008. Voici le sommaire de cette émission. Zone Europe sur Sensation. C'est une destination idéale pour un séjour ensoleillé. Chypre attire plus de 3 millions de touristes par an. Ses atouts, ses plages et son patrimoine culturel. 2000, c'est le nombre de Français établis à Chypre. Climat, histoire, emploi, nous verrons ce qui les retient ici. Chypre est une petite île de la Méditerranée orientale divisée depuis un demi-siècle. Elle a connu de nombreuses influences. Nous le verrons avec nos experts. 55% des Chypriotes se disent intéressés par les élections européennes de juin prochain, contre 47% des Français. Nous irons à la rencontre d'une des candidates. Le tourisme, un élément majeur de l'économie de la République de Chypre. En 2022, 3,20 millions de touristes se sont rendus ici. Un tiers sont des Britanniques, suivis par les Russes. Les Français étaient eux 61 000 à venir ici. Mais la tendance est à une forte augmentation. Quels sont les atouts de Chypre? On voit ça avec Fanny Pascalidou, responsable du marché français pour le développement du tourisme international de la République de Chypre. Zone Europe. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie chypriote. Il représente autour de 15% du PIB du pays. La fréquentation touristique est en hausse avec l'an dernier 20% de nuitées supplémentaires enregistrées en République de Chypre par rapport à 2022. Comment est-ce qu'on explique cette augmentation touristique ? Oui, en effet, la contribution directe du tourisme au PIB s'élève à 15%, mais si l'on y comprend également la contribution indirecte, le pourcentage dépasse le 20%. Et c'est en fait normal puisque nous sommes une destination, une île, donc il y a plusieurs secteurs et activités qui sont affectés positivement par ça. En ce qui concerne l'augmentation, eh bien, nous, en tant que ministère délégué au tourisme de Chypre, on l'avait bien attendu et c'était en fait notre but, notre objectif pour 2023. C'était en fait d'attendre les chiffres bien avant la crise Covid de 2019.
Et en fait, nous sommes vraiment contents que nous avons pu arriver à ces chiffres et avoir cette progression. Alors justement, depuis le Covid, vous en parlez, depuis 2019, c'était l'année un peu référence en termes touristiques. Ici, la fréquentation a beaucoup évolué. Avant, il y avait beaucoup de Russes, 800 000 touristes russes sont venus en 2019, beaucoup d'Anglais aussi, mais aujourd'hui, avec tous les événements géopolitiques, quelles sont les nouvelles tendances justement? Quelles sont les principales nationalités qui viennent ici à Chypre faire du tourisme? Eh bien, en fait, nous sommes heureux de pouvoir annoncer à ces moments que, bon, il y a eu la guerre en Ukraine. Nous, ça nous a pratiquement pas affecté en ce qui concerne le secteur du tourisme. Au contraire, nous avons aujourd'hui un mélange du tourisme qui est bien plus sain qu'avant. Et en fait, la dépendance excessive qu'il y a eu à l'égard du marché russe auparavant, ça n'existe plus. Et donc, Ouais, les tourismes sont mieux répartis. voilà. Et donc, les chiffres que nous avons perdus du marché russe, nous les avons compensés par d'autres marchés et surtout par des pays de l'Union européenne. Alors la France, elle se positionne aujourd'hui comme le 9e pays d'origine pour les touristes à Chypre. C'est une clientèle que vous convoitez. Il y a eu une augmentation là sur l'année 2023 de plus 153% par rapport à l'année précédente. Quelles sont vos initiatives pour justement attirer les touristes français ici à Chypre? En fait, la France a toujours été un marché cible important pour notre stratégie, mais le manque de vols directs a été un énorme problème dans son développement. Avec l'intérêt croissant que nous avons eu durant les 3 dernières années et les nombres de sièges qui sont actuellement disponibles sur les marchés français, elle a augmenté de manière significative et nous en réjouissons sur cela. Nous espérons en fait que cette augmentation se poursuivront dans les années à venir et que la France sera dans l'avenir parmi les 5 premiers marchés touristiques pour Chypre. On vise le top 5. Oui, on espère, on croise les doigts, on y travaille fort. En fait, la connectivité entre les deux pays est aujourd'hui assurée par plusieurs compagnies aériennes, y compris Transavia, donc depuis Paris-Orly. Mais nous avons également Cyprus Airways, EasyJet, nous avons Ryanair, Wizz Air, de compagnies low cost. Il y a 26 vols en fait directs par semaine depuis la France. Sur toutes les saisons? Sur toutes les saisons. Pas uniquement en période estivale? En hiver, il y en a moins de fréquentation, mais il y en a toujours. En ce qui concerne l'offre de sièges, nous, on est passé des 0 sièges à 100 000 sièges. C'est bien très important et c'est notre premier objectif est en fait d'augmenter encore plus le nombre de sièges afin de ne pas avoir de réduction dans les à venir. Pour atteindre cet objectif, nous nous concentrons sur la publicité en ligne ciblée dans les régions où il y a des vols directs vers Chypre. Alors on va revenir maintenant sur les atouts de Chypre. Chypre, c'est 326 jours d'ensoleillement par an. Quels sont ces autres atouts? Les plages, la gastronomie, le patrimoine historique? Oui, en effet, Chypre, elle a plusieurs atouts. En fait, c'est une île qui bénéficie d'un climat agréable tout au long de l'année et pendant toute saison. C'est une destination facile d'accès, d'une beauté unique, petite de taille, donc bien condensée et donc facile à découvrir, qui offre également des infrastructures superbes et très modernes. Le pays est doté de belles plages au sable fin. Et d'ailleurs, plus que 70 de ces plages ont reçu les pavillons bleus
Et Chypre figure également parmi le premier pays dans l'Union européenne en ce qui concerne la clarté des eaux et la qualité de ces eaux. Donc, c'est l'un des atouts importants que nous avons, mais bien sûr, Chypre n'est pas seulement le soleil, il y a la mer, il y a bien plus que ça. Il y a, nous avons, par exemple, la gastronomie chypriote qui a un caractère à part, bien authentique. Le mezé, par exemple, qui est plusieurs délices chypriotes qui s'offrent aux visiteurs, mais également aux habitants du pays. Un mélange de goûts, de saveurs et d'arômes de la cuisine grecque et de la cuisine orientale. Bien sûr, n'oublions pas la belle nature, contrastant mer et montagne, mais aussi l'accueil chaleureux du peuple chypriote. Il y a beaucoup d'autres atouts, bien sûr, mais ils attendent à être vécus par nos visiteurs qui arrivent sur l'île. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil, Fanny Pascaladeux. Merci beaucoup. On va voir donc dans les prochaines années si le tourisme français va continuer d'exploser ici à Chypre. Je rappelle donc que vous êtes responsable du marché français pour le développement du tourisme international de la République de Chypre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Είπες πως θα είμαστε εμείς. Είπες τι δεν είπες σαν δυο σταγόνες βροχής. Κι άλλες τέτοιες πίπες στα στραπίνα με πιες. Μου λέγες μακάρι να μουν η νύχτα εγώ και εσύ το φεγγάρι. Let me be your heart and your company. I'll let you be the one who can lean on me. I catch you when you fall, when you're falling free. Let me be your gravity. Così con te. La fa guarda. Così con te. Così con te. La fa guarda. Ici à Chypre, le soleil brille en moyenne 326 jours par an, une eau cristalline, une histoire riche et complexe, une gastronomie savoureuse, de nombreux atouts qui ont su séduire quelques 2000 Français établis ici. Rencontre avec Davina Daoud, présidente de Nicosie Accueil Vivre à Chypre, le réseau des francophones sur l'île. Zone Europe. 2000 Français sont enregistrés à peu près par l'ambassade ici à Chypre. Il y en a sûrement un peu plus qui vivent ici. Pourquoi choisir Chypre quand on est français pour venir y vivre ? Bon, il y a évidemment le beau temps, on va pas se cacher, ça fait partie, mais je crois que c'est un pays qui est attirant pour les conditions de vie en général, évidemment. Ça reste l'Europe, donc on s'y sent bien. C'est beaucoup de facilité en tant qu'Européen aussi de vivre à Chypre. Et puis c'est aussi un accès, je pense, en termes de géographie, une porte pour le Moyen-Orient. Donc les gens, je pense aussi, aiment bien l'idée de pouvoir voyager tout en restant en Europe. Je pense que ça fait partie des points les plus importants. Alors Chypre, ancienne colonie britannique, on y parle anglais forcément, on y parle grec aussi. Est-ce que les Chypriotes parlent un peu français ? Est-ce qu'on se doute donc que l'anglais est majoritaire, mais est-ce qu'on peut se faire quand même comprendre avec quelques mots de français ? Quel est leur rapport aux Français ? Ils aiment bien quand on leur parle français ? Oui, alors c'est justement, moi ça a été une de mes plus grandes surprises et mes plus belles surprises, c'est que les Chypriotes, ils parlaient français à l'époque, ils avaient appris, donc la génération des 50-60 ans, ils ont des bonnes bases, mais ils n'ont plus pratiqué. Donc de temps en temps, on marche dans la rue, on entend des bonjours, comment allez-vous, etc. Donc ils aiment bien ça. Et en plus, récemment, grâce au travail de l'ambassade de France, depuis 2 ans, ils ont travaillé très dur avec les ministères locaux et donc le ministère de l'Éducation en particulier. Le français a été réintégré dans les écoles chypriotes publiques depuis le mois de septembre dernier. Alors on le sait, dans plusieurs villes en Europe, il y a des quartiers français. Est-ce qu'il y en a un ici sur l'île ? Il y a une école française, en tout cas franco-chypriote ? Oui, alors il y a l'école franco-chypriote, il y a toutes les institutions locales sont représentées, l'ambassade, l'Institut français, là, il y a les alliances françaises aussi, mais il n'y a pas de quartier, on va dire, proprement dit français. Il y a des coins, par exemple Paul, qui a un restaurant français, voilà, des endroits, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai coin, quartier où on se sent un peu en France. D'où l'association et les intérêts de se retrouver, de parler français ensemble, de pratiquer la langue, d'échanger, etc. Alors justement, quand les Français arrivent
arrivent, ils contactent l'association. Quels sont les principaux besoins qu'ils ont, qu'ils vous demandent, des questions quand on arrive justement à Chypre? Il y a beaucoup d'informations en termes de où se loger, quel quartier, les écoles. Donc c'est très peu connu que l'école est à Limassol aussi et à Nicosie, donc depuis peu. Il y a aussi en termes de travail, les gens nous demandent en termes de tout ce qui est procédure administrative, la résidence et énormément de demandes en termes de médecins. Ils aiment bien qu'on leur donne des listes de médecins francophones, c'est plus facile pour eux. L'ambassade a listé déjà des listes de médecins, mais c'est vrai qu'ils aiment bien qu'on leur recommande. Et ça peut être aussi, par exemple, des étudiants qui sont là en Erasmus, qui sont un peu perdus, qui ont besoin d'être parfois aidés. Clairement, on a des parents parfois qui nous contactent de France en nous disant nos enfants sont là, donc on va essayer de les contacter quand il y a besoin. Et en cas d'urgence, on fait aussi marcher notre réseau, comme ça peut arriver parfois, s'il y a besoin de rapatriements, etc. On va être contacté, puis contacter les ambassades l'ambassade ou les institutions locales en fait. Erasmus à Chypre qui marche très bien. Oui. Dans quel secteur les 2000 Français, ils sont un peu plus, travaillent ici quand ils viennent à Chypre? Ils s'installent dans quel secteur d'activité principalement? Bon, il y a évidemment les diplomates, l'Institut, l'école française aussi, puisqu'il y a des profs qui sont envoyés par l'AEFE. Il y a aussi les journalistes de chez AFP. On a aussi des entreprises françaises comme Murex qui est là aussi. Et à Limassol, le français, c'est beaucoup tout ce qui est Forex, entreprise Forex principalement. Après, ça va, on a aussi des Français qui sont à Yanapa, mais qui sont dans un complètement autre domaine. Ça varie, il n'y a pas de spécialité. À Nicosie, c'est vraiment les diplomates en général. Le fait d'être français et donc citoyen européen, est-ce que quand on arrive, ça permet d'avoir des avantages, notamment administratifs ici? Énormément. En fait, on est presque traités comme des citoyens chypriotes à très très peu de choses près en termes de résidence. Donc ici, vous obtenez la résidence très facilement quand vous êtes français. Et c'est une résidence qui est permanente, donc vous n'avez pas besoin de la renouveler, à l'inverse de tout ce qui est autres pays où il faut renouveler chaque année. On a aussi des droits de travail, donc notre résidence nous donne un droit de travail, c'est acquis quand vous obtenez votre résidence, alors que les autres pays en dehors de l'Europe ne l'ont pas, c'est des procédures complètement différentes. C'est un grand avantage d'être européen à Chypre et français donc. Alors Nicosie, c'est une capitale d'environ 300 000 habitants. À quoi ressemble la vie ici en termes de météo? Est-ce qu'il fait beau toute l'année? En termes de nourriture, de travail, est-ce qu'il y a des horaires particulières par rapport à la France, ce qu'on peut connaître chez nous? Alors ils ont, je crois, si je me trompe pas, parce que moi je le pratique pas, ils ont une après-midi de libre par semaine, ce que je connaissais pas en France. Mais oui, la météo, elle est super. On a quand même 9 mois de beau temps. On a quand même un vrai hiver. Les gens n'y pensent pas, mais à Nicosie, il fait froid. Ça tombe jusqu'à en combien hiver. Parfois, on peut descendre à 0. Ah oui, quand même. Mais ouais, voilà, 5-8, c'est la moyenne. Après, oui, on y mange bien. On y mange peu français, parce qu'il y a peu de restaurants français ici. Mais c'est quand même une ville où il fait bon de vivre. Au niveau professionnel, énormément d'opportunités, ça bouge énormément et à la fois aux vies sociales aussi. Donc on a aussi un théâtre qui diffuse des films en français. Il y a pas mal de rencontres à l'Institut français aussi, donc en français justement. C'est quand même très agréable de vivre à Nicosie. Et Nicosie, c'est la seule capitale européenne divisée en deux, Oui. donc entre la partie grecque et la partie turque. Est-ce que ça a un impact, cette division, au quotidien? Au quotidien, ça n'en a pas, puisque nous, la partie du coup sud grecque, la partie européenne, elle applique les règles européennes, donc on y est comme dans tout pays européen. Il y a eu des impacts quand il y avait le Covid, il y a eu l'obligation de fermer, donc il y avait des problèmes de circulation de personnes à un moment donné. Parce que certains Français habitent dans la partie occupée par la Turquie. C'est ça, exactement. Soit ils habitent là-bas, ils travaillent là, soit vice-versa. Très peu quand même, c'est pas une majorité. La majorité des gens... Mais on peut quand même faire le trajet tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas de blocage. Non, on peut y aller à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine, les week-ends. Non, il n'y a pas d'impact. On sent un petit peu l'héritage de cette division dans les rencontres avec les gens, etc.
Mais non, à part ça, ça n'implique pas du tout, ça n'impacte absolument pas les Français à Chypre, pas du tout. Merci beaucoup, Merci Davina à Daoud, d'avoir toi. été avec nous. Merci. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association Nicosie Accueil, qui donc accueille les Français et les francophones ici à Nicosie. Με αυτό θυσία κράτησες την ελληνική ψυχή. Αν με θυμάσαι, πες μου αν θα σε ξαναδώ. Έχεις φύγει και με πνίγει η μοναξιά. Γένεσης, αλήθεια του παντός, Ανάσταση φωτός, της άνοιξης χορός, ελευθερία. C'est ici que serait née Aphrodite. Nous sommes sur l'une des plages les plus connues de Chypre, située près de Paphos, Petra tou Romiou. Selon la mythologie grecque, la déesse de l'amour et de la beauté serait sortie de l'eau. Je vous propose de remonter dans le temps avec l'archéologue grec Stathis Raptou. Nous avons rendez-vous ensemble. Zone Europe. Je le disais juste avant, c'est ici à Chypre que serait née Aphrodite selon la légende. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette légende ? Oui, en effet, Aphrodite, selon la mythologie grecque, est née à Chypre. Ça, c'est Homère qui le raconte dans l'Iliade. Et donc, ça a passé dans la mythologie grecque. Donc, Aphrodite et Chypre, c'est la même chose, quoi. Mais les choses, elles ne sont pas si simples. Aphrodite, c'est un nom qui n'existe pas à Chypre avant la fin de la période classique. Ça veut dire les Chypriotes, ils ont une grande déesse, ils adorent une grande déesse dans le sanctuaire, mais qui n'a pas de nom. Son culte à Chypre est aniconique. Il n'y a pas une image. Bon, bien sûr, cette divinité, elle prend plusieurs images, elle adopte des images, elle adopte d'abord l'image des grandes déesses de l'Orient, Ishtar, Inanna, qui est la grande déesse du Levant, mais aussi les déesses de la mer Égée, les déesses minoennes, mycéniennes, parce que les contacts avec la Grèce, ils sont plus forts. Donc les Chypriotes, bon, déjà, ils reconnaissent qu'ils sont une communauté avec les Grecs de la Grèce, ils parlent la même langue, et ils reconnaissent cette divinité grecque qui s'appelle Aphrodite, ils reconnaissent des qualités de leur déesse, celles qu'ils ont ici à Chypre. Donc, ils prennent le nom, ils l'appellent Aphrodite. Mais ils gardent cette particularité de l'aniconisme, que leur déesse, ils n'acceptent pas un visage précis et ils n'acceptent pas cette image de la femme nue connue en Grèce.
Et est-ce qu'on a retrouvé des traces qui témoignent de cette croyance sur l'île de Chypre par rapport à Aphrodite? Est-ce que vous, en tant qu'archéologue, vous avez retrouvé les traces, des on sait, oui, on sait que cette divinité féminine était une divinité de la fertilité. Donc des traces, il y en a partout. Il y en a beaucoup de sanctuaires, de petits sanctuaires ou de grands sanctuaires partout sur l'île. Et il y a même le sanctuaire de Paphos qui était le plus grand de tous les sanctuaires. Pas seulement de Chypre, mais aussi de la Méditerranée. C'était un sanctuaire de renommée mondiale. Mais là aussi, il n'y a pas une statue cultuelle, celle qu'on connaît d'Aphrodite. Les images d'Aphrodite, elles sont toutes postérieures de la période des royaumes, disons, des royaumes indépendants de Chypre, quand Chypre fait partie du royaume de Ptolémée. Donc c'est alors que le nom de la déesse et l'image de la déesse nue arrivent à Chypre et puis sous les Romains. Donc les images que nous avons ici dans le musée, il y en a deux grandes statues d'Aphrodite, celles qu'on connaît comme Aphrodite. Il y en a deux seules qui datent, l'un à la fin de la période hellénistique et l'autre de la période romaine. Mais ils ne sont pas des statues qui ont été trouvées dans des sanctuaires. C'est des statues qui décoraient les grandes villas, ou les maisons, les jardins, tout ça. Alors Paphos, vous l'avez évoqué, c'est un site archéologique exceptionnel. Ici, ce musée est d'ailleurs consacré à ce district archéologique. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée? Quelles sont les différentes périodes déclinées? Oui. Alors ici, nous sommes à Paphos, dans le musée du district de Paphos. Donc vous voyez représenter un peu toutes les périodes chronologiques, toutes les civilisations qui ont existé sur la région de Paphos. On commence par la période de la préhistoire, puis on descend dans le temps à la période pré-céramique, la période céramique, et puis on descend la grande période de la civilisation chypriote en général, c'est l'âge du bronze. Donc on descend dans le temps et Paphos devient une ville très très importante à la fin de la période du bronze, c'est le bronze récent, vers le XIIe siècle. Donc Paphos se développe comme une grande ville très importante. Parmi les 2-3 grandes villes de Chypre et de la Méditerranée orientale vers cette période, vers le XIIe siècle, et c'est exactement à cette période l'arrivée des Mycéniens, des Grecs, qui partent de la Grèce pour des raisons historiques assez compliquées, qui viennent s'installer, et à partir de cette période, Chypre devient grec. Donc ils commencent à parler la langue grecque et la civilisation grecque mycénienne s'introduit à Chypre. Et puis, fin 4e, 3e siècle, quand Chypre devient partie du royaume d'Égypte sous les Ptolémées, et à la fin du 1er siècle, après Cléopâtre, les Romains prennent l'île et puis on commence la période chrétienne, c'est une autre histoire. Eh bien, merci beaucoup, Stathis Raptou, d'avoir été avec nous dans Zone Europe pour toutes ces explications. Je rappelle donc que vous êtes archéologue grec ici à Paphos. Στην τρίβα βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου. Στην τρίβα βασιλίτσα μου και μαντζουράνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσύ θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Μου τον καιρό που πλαστικά δουλεύω και νεσαστικά. Ακόμα να εγκλέφτω, ακόμα να εγκλέφτω.
Chypre est située au carrefour de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Riche de 10 000 ans d'histoire avec des influences byzantines, ottomanes, vénitiennes, britanniques et grecques, Chypre a obtenu son indépendance en 1960, mais en 1974, l'armée turque envahit le nord de l'île pour protéger sa minorité. Chypre est depuis divisée en 2. Rencontre avec l'historienne Maria Hadjiatanasiou, spécialiste de la période de domination britannique de l'île. Zone Europe. Chypre est une île plurielle qui a connu beaucoup d'influences au cours de son histoire, perse, grecque, romaine, byzantine, latine, vénitienne, ottomane, puis britannique jusqu'en 1960. Chypre est une île hellénisée de culture grecque. La culture grecque domine ici. Cette culture, est-ce qu'elle a été respectée par les différentes puissances qui ont occupé l'île ? Cyprus strategic place in the Mediterranean Sea. La position stratégique de Chypre dans la mer Méditerranée a été le point d'intérêt de plusieurs souverains au cours de sa longue histoire. And it has been dominated over time immemorial. Et elle a été dominée depuis des temps immémoriaux par plusieurs souverains jusqu'à très récemment. So each one of them had their own way. Chacun d'entre eux avait donc sa propre façon d'entrer en contact avec son peuple, avec le peuple chypriote. The people of Cyprus, since Depuis plusieurs années, les Chypriotes partagent une affinité culturelle avec le peuple hellénique, avec les religions, avec leurs origines. Leurs origines culturelles, c'est-à-dire qu'ils partagent principalement le grec, la langue grecque sous la forme du dialecte chypriote grec, et à l'époque moderne, la religion orthodoxe grecque, les mêmes coutumes et les mêmes valeurs culturelles. So one could say that what we call today the Greek identity. On pourrait donc dire que ce que nous appelons aujourd'hui l'identité grecque de Chypre s'est transmise et transformée en même temps au fil des ans, atteignant son apogée à l'époque dite du nationalisme, c'est-à-dire au XXe siècle. Era of nationalism, which was the 20th century. Et il y a aussi une identité turque depuis 1573 et la conquête ottomane de l'île. Les Turcs ont dominé Chypre pendant 3 siècles, avec notamment la communauté grecque qui était majoritaire. Comment l'identité turque s'est-elle développée au cours de ces années à Chypre ? Quelles sont les différences entre les Turcs et les Grecs, justement ? Before the British came to the island was under Ottoman administration. Avant l'arrivée des Britanniques sur l'île, l'île a été sous administration ottomane pendant 300 ans, comme vous l'avez dit, et n'a changé de main qu'en 1878, lorsque les Britanniques sont venus administrer et finalement annexer Chypre jusqu'en 1960, date à laquelle Chypre a obtenu son indépendance. So the island of Cyprus was populated by diverse L'île de Chypre était donc peuplée de diverses communautés, que nous appelons aujourd'hui communautés, la communauté majoritaire étant le peuple grec de Chypre. La minorité la plus importante de Chypre étaient les Turcs de Chypre. The Turkish people of Cyprus. And in fact, several other minorities. Mais il y en a d'autres, comme les Arméniens ou les Maronites, par exemple. So the Turkish identity of the island, as you called it, L'identité turque de l'île, comme vous l'avez appelée, était donc un processus naturel de la part de l'État turc, comme on l'appelait à l'époque moderne, à l'égard des habitants de Chypre, qui partageaient des caractéristiques communes, dont la religion, l'islam sunnite, avec ce qu'ils appelaient également leur mère patrie, la Turquie. with what they were equally calling their mother country, Turkey.
En 1878, après la guerre russo-turque, l'Empire ottoman autorise le Royaume-Uni à occuper et à administrer la province chypriote en échange d'un tribut. C'est comme cela que les Britanniques sont venus à Chypre. Mais après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Empire ottoman, donc cette île devient officiellement britannique. Au début, la population grecque, chrétienne, comment est-ce qu'elle perçoit ce changement de domination? Elle est plutôt contente? When the British arrived in the island at the end of the 19th century, they were welcomed by Lorsque les Britanniques sont arrivés sur l'île à la fin du 19e siècle, the prospect, the opportunity. ils ont été bien accueillis par la population chypriote, qui voyait la perspective, l'opportunité de passer d'un dirigeant brutal à un dirigeant démocratique plus libéral. Had a name for being a liberal nation and democratic nation. La Grande-Bretagne avait donc la réputation d'être une nation libérale et démocratique, une nation qui respectait l'état de droit et l'ordre. People were hopeful that this transition Au début, les citoyens espéraient que cette transition leur serait bénéfique. This of course did not last until the end of the colonial Pourtant, era. cela n'a pas duré jusqu'à la fin de l'ère coloniale dans l'île. Les choses ont changé au fur et à mesure, après que l'île soit devenue officiellement une colonie, comme vous l'avez dit, et après qu'elle ait demandé de manière pacifique à être autorisée à choisir son propre destin. To be allowed to choose for their own fate, their last resort solution, which was to form a guerrilla organization called EOGA. D'où leur solution de dernier recours en 1955, qui consistait à former une organisation de guérilla appelée EOGA, l'organisation des combattants chypriotes, des combattants prenant les armes pour demander avec plus de force l'union avec la Grèce et le départ des Britanniques de l'île. And for the British to leave the island. Il y a ensuite eu un mouvement appelé Enosis, l'union en grec, qui montait, qui souhaitait donc l'union entre Chypre et Grèce. Et la Grèce, donc ça déplaisait aux Britanniques. C'est eux qui vont accentuer les tensions entre la communauté turque et la communauté grecque. When the revolt was taking place between 1954 and 59, Lorsque la révolte a eu lieu entre 1954 et 1959, la Grande-Bretagne n'était pas prête à abandonner Chypre. Elle devait contenir l'urgence, comme ils l'appelaient, et d'une manière efficace. they imported to Cyprus British troops along with a military man for a governor, Field Marshal Harding. Avec un gouverneur militaire, le maréchal Harding, qui avait déjà eu l'occasion de gérer des situations d'urgence en Malaisie et au Kenya, les Britanniques avaient pour objectif de réussir à faire régner la loi et l'ordre. Implementing law and order. So of course this translated into importing heavy tactics. Bien entendu, cela s'est traduit par l'importation de tactiques lourdes sur le peuple, telles que des couvre-feux prolongés, ce que l'on appelle la vigilance, c'est-à-dire le placement en détention dans un village spécifique, la création de camps de concentration, des camps où l'on emprisonnait les détenus politiques, Camps where you had the imprisonment of political detainees. Even more brutal des tactiques encore plus brutales, tortures, and of telles que les course, tortures the et bien hangings sûr of, les pendaisons de jeunes gens. young people. So the majority of the people of Cyprus, the Greek Cypriot people of Cyprus at the time, La majorité du peuple grec de Chypre s'est donc ralliée au mouvement de guérilla EOGA avec le chef militaire, mais aussi avec le chef politique Makarios l'ethnarque, qui deviendra plus tard le premier président de la République de Chypre. Archbishop Makarios, later to become the first president of the republic, the ethnarch. Now the Turkish people of Cyprus, you can imagine that they were not interested in uniting
with Greece. They didn't share the same cultural characteristics. En ce qui concerne les Turcs de Chypre, vous pouvez imaginer, ils n'étaient pas intéressés par une union avec la Grèce. Ils ne partageaient pas les mêmes caractéristiques culturelles avec la Grèce, c'est-à-dire la langue ou la religion principalement. Et ils n'avaient pas l'intention de s'unir à la Grèce. Les Britanniques ont vu une opportunité dans cette situation en intégrant la communauté chypriote turque. Of course, under also the direct En les utilisant dans le cadre de la campagne contre-insurrectionnelle, ils les ont fait venir en tant que policiers. counterinsurgency campaign. They brought them in as policemen. So Les Chypriotes turcs ont donc activement rejoint les forces de police avec les Britanniques pour tenter de les aider à écraser la révolte des Chypriotes grecs. so that they would also assist in crushing the Greek Cypriot revolt. You can imagine that this was Vous pouvez imaginer que cela a contribué à diviser les deux communautés. C'est donc à cette époque que les germes de la division ont été posés et ils ont bien sûr porté leurs fruits dans les années 60 et 70. during that time that of course bore fruit. Les conflits entre les communautés grecques et turques sont donc apparus à l'époque coloniale et ont atteint leur paroxysme dans les années 70 avec l'invasion turque de l'île en 1974. Reaching its peak during the 70s with the 1974 Turkish invasion of the island. Merci beaucoup, Maria Hadjatazanou, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes une historienne chypriote, spécialiste de la période de domination britannique à Chypre. Depuis 1974, le nord de l'île est occupé par l'armée turque, mais au sud, la République de Chypre est membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004. Quels en sont les avantages? Quels sont les défis à relever? J'ai rendez-vous avec Stéphanie Loléchaëlou, professeure de droit européen et directrice du Centre d'excellence Jean Monnet sur l'état de droit et les valeurs européennes à Chypre. Zone Europe. Le 16 avril 2003, à Athènes, le président de la République de Chypre, Tassos Papadopoulos, signe avec son ministre des Affaires étrangères le traité d'adhésion de Chypre à l'Union européenne. Le 1er mai 2004, Chypre intègre officiellement l'Union européenne. C'était une volonté largement partagée par les Chypriotes. Oui, Corentin, c'était quelque chose de largement partagé par tous les Chypriotes. On pourrait dire que finalement les motivations de la République de Chypre de rejoindre la famille de l'Union européenne sont des motivations tout à fait uniques par rapport aux autres États qui ont rejoint l'Union le 1er mai 2004, en même temps que l'île de Chypre, donc 10 en tout, 2 îles de la Méditerranée et 8 pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Pour la République de Chypre, donc sur l'île de Chypre, c'est toujours différent et toujours un peu plus compliqué à cause de la situation ici. Et donc en fait, la motivation principale, c'était de rejoindre, ni pour des raisons politiques, ni pour des raisons économiques, nous dirons, la grande famille européenne, plutôt pour des raisons de sécurité. À cause du problème de la division de l'île de Chypre et de l'occupation d'une partie de l'île par la Turquie. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'était quelque chose qui était porté par tous.
est voulue par tous. C'est une adhésion qui avait commencé il y a très longtemps, hein, dès 1972 avec un accord d'association, donc même avant l'invasion turque, l'invasion militaire par la Turquie. Et c'est une adhésion ou c'est une relation qui s'était développée au fur et à mesure. Et on pourrait dire que les Chypriotes grecs, autant que les Chypriotes turcs, avaient en tête au début, à la base, que c'était quelque chose qui serait donc bénéfique pour tous sur l'île. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on peut en reparler. On y reviendra. Comment elle s'est déroulée, cette intégration européenne de Chypre? Il y a eu, j'imagine, tout un tas de modernisations législatives. Et puis, j'imagine aussi l'euro, notamment, ça a dû être un sacré gros morceau à intégrer. Tout à fait, Corentin. Donc, écoutez, l'adhésion d'abord, donc les négociations se sont déroulées très rapidement, très facilement, peut-être trop facilement. Elles ont été menées par un gouvernement chypriote grec, très fort, qui était tout à fait soutenu par les Grecs dans l'Union européenne. Donc les choses sont allées très vite. Donc du coup, en moins de 4 ans, eh bien, on a eu cette invasion de législation européenne qu'il fallait absolument mettre en place ici, mettre en vigueur. Ça n'a pas posé de problème particulier. Bon, c'était plutôt du copier-coller, mais ceci dit, c'est quelque chose qui arrive dans les autres États membres aussi. Donc de ce côté-là, pas de problème particulier. Quand j'ai dit trop rapidement, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas été assez regardant justement sur certaines infrastructures qui auraient peut-être dû être fortifié même avant l'adhésion, et je pense en particulier au système des banques coopératives qui par la suite, avec la crise financière, de 2008 notamment, vont disparaître. Donc, et le système financier et les banques commerciales à Chypre étaient sûrement quelque chose auquel on aurait dû faire attention dès l'adhésion. Vous avez raison à propos de l'euro. Donc, la motivation principale de la République de Chypre de rejoindre l'euro très vite, 1er janvier 2008, c'était justement de s'ancrer très fortement dans la famille de l'Union européenne au niveau économique, parce qu'en fait, la République de Chypre, au niveau économique, n'avait pas vraiment de raison de rejoindre l'Union européenne. Dès que la République de Chypre est devenue membre de l'Union européenne, en fait, la République était déjà un distributeur net de fonds, c'est-à-dire que puisque la République de Chypre en fait a rejoint l'Union européenne, mais l'île est restée divisée et que les Chypriotes turcs sont restés en fait assez isolés, puisqu'en fait le droit européen ne pouvait pas s'appliquer dans le nord de l'île. Puisque le gouvernement de la République de Chypre ne peut pas contrôler effectivement cette partie-là. Alors finalement, le bénéfice économique s'est envolé avec ça, puisque le côté chypriote grec est un côté assez riche, ou était un côté assez riche à cette époque-là. Donc l'inscription dans la zone euro, c'est dans cette lignée. C'est cette lignée de souveraineté de la République de Chypre sur son territoire, souveraineté sur ses affaires économiques et monétaires, jusqu'à ce qu'on soit prêt à déléguer et à transférer à l'Union. Alors 20 ans après cette adhésion, 68% des Chypriotes jugent bénéfique donc leur appartenance à l'UE. Quels avantages Chypre a-t-elle retirés de cette adhésion il y a 20 ans en termes d'argent, de politique, pour la vie quotidienne? Alors, les avantages sont les mêmes que partout ailleurs, dans le sens où même si la République de Chypre a un régime un petit peu particulier dans les traités d'adhésion à cause de la division de l'île, les obligations sont les mêmes que pour d'autres États membres, et donc les droits aussi et les bénéfices sont les mêmes. Donc on pourrait citer évidemment les droits des consommateurs, on pourrait citer tellement d'autres choses qui s'appliquent aussi ici. On pourrait aussi citer des choses qui sont peut-être un peu plus particulières à Chypre. Par exemple, le fait que
Cette adhésion rapide à la zone euro, finalement, elle a servi aussi à donner des issues de sortie, des moyens de s'en sortir à la République de Chypre pendant la crise financière. Ces moyens n'auraient pas été disponibles si Chypre n'était pas partie prenante de la zone euro. Alors vous me direz, il y avait d'autres moyens, bien sûr, hors de la zone euro, peut-être même plus facile à mettre en œuvre. Mais le fait que la République de Chypre ait fait partie de la zone euro à ce moment-là a été vraiment un déterminant pour la manière avec laquelle la crise financière à Chypre a été gérée. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis évidemment, ici, c'est une île du fin fond de la Méditerranée, donc un peu coupée de tout, dans le sens où, si vous voulez avoir un marché libéralisé de l'électricité, c'est très compliqué, de l'eau, c'est très compliqué, des télécommunications, c'est très compliqué. Donc, l'appartenance à la famille européenne a permis de simplifier beaucoup de choses, surtout au niveau de la libéralisation des gros marchés comme ça, et a aussi justifié des exceptions là où on ne pouvait pas faire autrement, comme l'électricité ou l'eau. Sur la santé, je pense au Covid, comment est-ce que Chypre a traversé cette période très particulière et est-ce que son adhésion à l'Union européenne l'a aidé face à la pandémie ? Alors c'est une très bonne question, puisque en fait la commissaire européenne à la santé publique et à la sécurité de l'alimentation, c'est la commissaire chypriote. Donc c'était justement sûrement important d'avoir un petit État membre aux manettes au moment de la pandémie. Et j'ai eu le privilège de la rencontrer il n'y a pas très longtemps. Elle est venue nous rendre visite à l'université à mon invitation. Donc elle s'appelle Stella Kyriakidis. Et elle nous a expliqué que pour elle, venant d'un petit État, c'était impossible qu'on puisse avoir les vaccins ou les équipements pour le Covid dans d'autres pays et pas dans les petits pays. Donc pour elle, vraiment la condition sine qua non de l'égalité, c'était que tout soit disponible en même temps dans tous les États membres. Alors je pense qu'on peut dire que Chypre a vraiment beaucoup bénéficié. Finalement, il n'y a pas eu d'inégalité de traitement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un très bon exemple. Je vais revenir maintenant sur la division de l'île en deux. C'est un sujet très particulier ici à Chypre. Elle est encore visible avec la ligne verte, donc et la présence de troupes de maintien de la paix de l'ONU. Cette division, elle n'est reconnue par aucun pays du monde à part la Turquie. Comment est-ce que le droit européen gère-t-il cette particularité chypriote ? Nous fêtons le 29 avril 2024 les 20 ans du règlement de la ligne verte. Juste pour vous donner une idée. Donc, ce règlement de la ligne verte, effectivement, c'est un des règlements qui a été mis en place par l'Union européenne pour gérer le fait que la République de Chypre était une île divisée il y a 20 ans, est toujours une île divisée aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs instruments qui ont été négociés en amont de l'adhésion du 1er mai 2004, des protocoles qui ont été en fait annexés au traité d'adhésion, plus donc des instruments on appelle ça de législation de secondaire, de droit européen, dont le règlement de la ligne verte. Ce règlement de la ligne verte, sa fonction, c'est de faciliter les échanges par la ligne verte, dans les deux sens. Alors, dans les deux sens, mais attention, donc il y a beaucoup de mouvements. Les gens peuvent passer de chaque côté de la ligne verte. Vous avez raison, il faut traverser la zone tampon qui est administrée par l'ONU. D'ailleurs, l'ONU, la force de paix ici, vient de fêter, entre guillemets, ses 60 ans de présence, qui n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est la force de paix la plus ancienne des Nations Unies ici. Donc ils étaient même présents en 1963-64, donc bien avant l'invasion militaire par la Turquie. Et donc, attention, les biens par contre, peuvent circuler dans les deux sens si bien sûr, les normes européennes peuvent être respectées, mais les biens qui sont produits
du côté donc, qui est dans le nord, qui n'est pas sous le gouvernement, qui n'est pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, c'est bien là, ils doivent passer la ligne verte, passer les contrôles de l'Union européenne, en particulier les contrôles phytosanitaires par exemple, parce qu'on parle plutôt de culture ou du secteur agricole. Et ensuite, ils continuent, en fait, ils passent dans le marché intérieur de l'Union européenne, ici, dans la zone qui est donc sous le contrôle effectif du gouvernement de l'Union européenne. Et ensuite, ils peuvent être consommés sur place ou dans le reste de l'Union européenne. Et avec cette ligne verte, l'espace Schengen ne peut pas s'appliquer ici à Chypre ? Tout à fait. L'espace Schengen ne peut pas s'appliquer ici à Chypre. Le problème principal est le fait que le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la protection pleine du territoire de l'Union européenne qui, en fait, s'étend sur toute l'île de Chypre, sauf les bases britanniques, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de discuter, de ce dont on vient de parler maintenant. Donc, comme les bases britanniques sont des bases souveraines britanniques, c'est un territoire, ce sont des territoires du Royaume-Uni, c'est toute autre histoire. Mais effectivement, comme le gouvernement de la République de Chypre n'est pas en mesure de protéger le territoire de l'Union européenne jusqu'au bout de l'île, eh bien, tant que ça sera le cas, il est fort possible que la République de Chypre ne puisse pas rentrer dans la zone Schengen. Alors une réunification est-elle envisageable aujourd'hui, en 2024 ? Quelle est la position de l'UE sur ce sujet ? Eh bien, écoutez, l'une des raisons pour lesquelles Chypre donc, voulait rejoindre l'Union européenne en 2004, c'était justement de donner à l'Union européenne ce rôle catalyste dans la réunification du problème chypriote. C'est un rôle que Chypre veut toujours donner à l'Union européenne, et c'est un rôle que l'Union européenne est prête à endosser sous certaines conditions. Il y a bien sûr des tensions et puis il y a évidemment des motivations pour essayer de faire redémarrer les choses. Il y a un nouveau gouvernement ici en place dans la République de Chypre depuis un an qui, timidement, a redémarré les transactions au niveau de l'ONU. Donc oui, parce que ce régime qu'on a maintenant n'est pas un régime qui est permanent, c'est un régime temporaire qui doit le rester. Merci beaucoup Stéphanie Lollet-Chahelou. Je rappelle donc que vous êtes professeure de droit européen à l'Université de Lancashire Central à Chypre et directrice du Centre d'excellence Jean Monnet sur l'état de droit et les valeurs européennes à Pila. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω για την Ελλάδα. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω για την Ελλάδα. 700 000 Chypriotes seront appelés aux urnes lors des élections européennes en juin prochain. 60% d'entre eux déclarent qu'il est probable qu'ils aillent voter. Chypre dispose de 6 sièges sur un total de 720. J'ai rendez-vous avec Christiana Xenofontos. Elle est vice-présidente du Forum européen de la jeunesse et c'est la plus jeune candidate aux élections européennes à Chypre. Zone Europe. Cela fait 20 ans que Chypre est membre de l'Union européenne. C'est donc la première génération de jeunes qui ont grandi en étant à la fois citoyens chypriotes et citoyens européens. Vous êtes l'État le plus à l'est de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle représente cette union pour vous, Christiana ?
Nous sommes la première génération, notre génération, à être née à Chypre et avoir une identité à la fois chypriote et européenne. Et je suis très reconnaissante que nous fassions partie de l'Union européenne depuis 20 ans. Et nous devons faire vivre ce sentiment pour nous sentir reconnaissants d'être aussi des Européens au-delà de notre nationalité. Pour moi, l'Union européenne est mon point de départ. Et je pense que la plus jeune génération aussi, parce que c'est effectivement le cas. Nous naissons dans cette identité. Je pense que nous la ressentons comme une grande opportunité, mais en même temps comme quelque chose dont nous devons vraiment prendre soin. Pour 47% des Chypriotes, tout comme 47% des citoyens européens, la paix doit être la valeur défendue prioritairement par les députés européens durant le futur mandat. Est-ce que vous partagez cet avis ? Pour nous, la paix, évidemment, étant une île divisée, un pays divisé sous l'occupation illégale de la Turquie, est une priorité. Et l'Union européenne, pendant 70 ans, avec tous les hauts et les bas, a réussi à mettre en place un projet européen qui a permis de garantir la paix. En tant que jeune femme candidate aux élections européennes, j'ai vraiment le sentiment que cette paix, surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe géographiquement dans le monde et les guerres qui se déroulent, malheureusement tout près de notre île, est une priorité. C'est une priorité. C'est notre propre combat pour garder notre île en sécurité, pour la garder en sécurité. Malheureusement, ces dernières années, nous n'avons pas réussi à promouvoir ou du moins à mettre en évidence cet élément important que l'Union européenne nous a donné et qui nous a donné la paix. Évidemment, cela vient du fait que chaque année, nous sommes tous confrontés quotidiennement à des luttes ou à des défis très différents. Mais il est de notre responsabilité de souligner la paix que l'Union européenne a apportée à l'Europe. Selon le dernier Eurobaromètre, pour les Chypriotes, les questions les plus importantes de cette campagne pour les élections européennes sont les questions liées à l'immigration et aux demandes d'asile. C'est un aspect important que vous traitez lors de votre campagne ? It's a priority also for my campaign, and I feel very grateful that I belong to the Democratic Rally here in C'est également une priorité pour ma campagne, oui. Et je suis très reconnaissante d'appartenir au Rassemblement démocratique ici à Chypre, d'appartenir à la grande famille du PPE, qui a été le premier parti politique européen à plaider en faveur du pacte sur les migrations. It might not be perfect, but at least we have something in our hands at the moment as Europeans. We have to test Il n'est it. peut-être pas parfait, mais au moins en tant qu'Européens, nous avons quelque chose entre les mains. Nous devons le tester, nous devons faire ce crash test pour voir comment cela va fonctionner. Et surtout pour Chypre, géographiquement parlant, nous sommes dans une zone où nous recevons tous les jours des gens qui demandent l'asile. Bien entendu, en raison de notre problème d'occupation illégale, de nombreux clandestins pénètrent sur l'île par ce qu'on appelle les angles morts. Il s'agit d'une priorité absolue, bien sûr, pour moi en tant que candidate, mais aussi pour mon île. Par ailleurs, lorsque nous parlons de migration ou de demandeurs d'asile, nous ne devrions pas considérer ces personnes ou la question, disons, la plus importante comme de simples chiffres. Nous parlons de vie humaine, et nous devons prendre des décisions politiques qui respectent les droits de l'homme et qui respectent avant tout la vie humaine. C'est pourquoi, à l'approche des élections européennes, nous devons faire entendre les voix pro-européennes sur la question de l'asile et de l'immigration. C'est le moment pour nos citoyens européens d'assurer la priorité à la vie humaine, mais aussi la protection de ce que nous appelons les droits de l'homme. Human lives priority thing, but also the protection of what we call human rights.
Ici, les questions liées à la lutte contre le changement climatique sont considérées comme prioritaires par seulement 9% des Chypriotes contre 37% des Français. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? It's very unfortunate that climate crisis comes as an environment comes Il est très so low regrettable que la in the crise metrics climatique regarding vienne si bas dans les Cyprus. priorités pour les sondages I'm concernant so Chypre. grateful for France that has been always an advocate Je suis très reconnaissante envers la France d'avoir toujours défendu les questions environnementales et en particulier la crise climatique. These elections, but also during the upcoming 5 years with the new J'espère qu'au cours de ces élections, mais aussi au cours des 5 prochaines années, avec les nouvelles personnes qui nous représenteront au niveau européen, que nous aurons également à Chypre des voix qui feront de la crise climatique et des moyens de la prévenir une priorité absolue. Et puis n'oublions pas qu'en tant qu'Union européenne, nous nous sommes fixés comme priorité d'être neutre en 2050, c'est-à-dire neutre sur le plan climatique. Provide the next even generation of young people and give them a better Nous voulons vraiment offrir à la prochaine génération de jeunes une meilleure planète, une meilleure Europe et une meilleure, disons, Chypre. very important, especially considering that we are living in a many people are calling us Et c'est quelque chose de très très important, surtout si l'on considère que nous vivons Beaucoup de gens nous appellent le paradis. Chypre, en raison des conditions climatiques, peut aider l'Europe à devenir d'ici 2050 le premier continent neutre. C'est donc quelque chose dont nous devons vraiment nous occuper. Et pour moi, c'est une priorité pendant ces élections. Also for me it comes as a priority during these elections. À 31 ans, vous êtes la candidate la plus jeune de cette élection européenne à Chypre. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager en politique? And I am actually the youngest at the moment. Young person who runs for the Je suis actuellement la plus jeune personne à se représenter aux élections européennes. Pour moi, il s'agit d'une évolution naturelle, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière politique en faisant partie de la société civile à Chypre. J'ai commencé par travailler au Conseil de la jeunesse de Chypre en tant que responsable politique, en mettant l'accent sur la manière dont les jeunes peuvent être touchés et contribuer à ce que nous appelons l'élaboration des politiques. Ensuite, au niveau européen, je me suis d'abord présentée comme membre du conseil d'administration et puis comme vice-présidente. J'ai été élue au Forum européen de la jeunesse et au cours des 5 dernières années, je me suis concentrée au niveau européen, au plaidoyer en faveur des jeunes. Je veux vraiment quitter ce monde en donnant quelque chose de positif aux générations suivantes. Et je crois fermement que notre génération, particulièrement confrontée à de nombreuses crises financières, crise de l'immigration, crise des pandémies notamment, une fois de plus, avec les guerres qui nous entourent, nous sommes la génération qui a été la plus mise à l'épreuve. Nous avons la responsabilité de nous battre pour nos droits, pour une Europe meilleure, pour une Europe plus inclusive, mais aussi pour une Europe plus stable. 6% des Chypriotes disent qu'ils ne veulent pas voter aux élections européennes le 9 juin prochain. Comment est-ce que vous tentez de les convaincre? Ils sont 37 000 à voter pour la première fois ici à Chypre. I would urge, and this is what I am trying also during my campaign, to convince these 6%. J'invite donc instamment, et c'est ce que j'essaye également de faire pendant ma campagne, à convaincre 6% des jeunes chypriotes à trouver les personnes qu'ils estiment vraiment les représenter sur la base de leurs valeurs et de leurs priorités et d'aller voter pour elles pendant les 5 prochaines années. Le grand pari, disons-le, est d'assurer nos voix pro-européennes au sein du Parlement européen. Et je suis plus que reconnaissante d'être candidate aux élections européennes, ce qui est un énorme défi, je dois dire, pour une femme venant d'une si petite île. But I hope that I will be also
Mais j'espère que je serai aussi la raison d'être de certains jeunes, qu'ils seront inspirés, qu'ils prendront des risques, qu'ils se lèveront et qu'ils se présenteront à d'autres postes. Nous avons besoin de plus de jeunes en politique et j'espère que je serai aussi celle qui parviendra à les représenter avec un peu de chance s'ils décident de voter pour moi après le 9 juin au niveau européen. Efkaristo, merci beaucoup. Merci Christiana beaucoup. Xenofontos. Je rappelle donc que vous êtes vice-présidente du Forum européen de la jeunesse et candidate pour les élections européennes le 9 juin à Chypre. Πες μου τώρα αυτό που θέλω, τι μόνο εμένα θες. Αφού ξέρεις πόσο θέλω να σ' ακούω να το λες. Πες το μια, πες το δυο, πες το μου άλλες 100. Αφού ξέρεις πόσο θέλω να σ' ακούω να το λες. We keep it undercover. I know you miss the taste. Heartbeats like an 808. You need my love on replay. Γιατί τον γιον της τον Μιτσί εν θα τον ξαναδεί. Γιατί τον γιον της τον Μιτσί εν θα τον ξαναδεί. Impossible de quitter Chypre sans déguster quelques mezzés de la gastronomie chypriote. Je suis avec le chef Michalis Kissouris. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon pour aujourd'hui? Welcome to Coral Beach. Bienvenue au Coral Beach. Prepare for you today. Nous avons préparé pour vous aujourd'hui une sélection de spécialités locales. Quelques entrées par exemple, la salade grecque. Ça c'est la salade typique grecque. Tzatziki, c'est une spécialité grecque et chypriote. Hummus, feuille de vigne farcie, c'est une tradition chypriote, avec ou sans viande. Des brochettes de porc, cuites au charbon de bois. Saucisses de porc et d'agneau, que vous ne trouverez qu'à Chypre, pas ailleurs. Brochettes de poulet, bœuf, ragoût de bœuf. Cette pomme de terre ici, c'est très bon, c'est préparé avec du vin et de la coriandre. C'est un plat typique. Du pain pita. Et on trouve encore d'autres choses au buffet. On est à Chypre, alors je vais essayer de tester la spécialité la plus chypriote. Saucisses de porc et d'agneau. Le chef Taya. Alors verdict. C'est super bon. Michalis, quelles sont les particularités de la cuisine chypriote? Avant tout, on utilise de la viande fraîche. Toute la viande que nous utilisons est fraîche et la majeure partie de la viande vient de Chypre. De l'huile d'olive vierge, parce que nous en avons beaucoup à Chypre. Et puis des légumes frais cultivés ici, pas à l'étranger. Efkaristo, Michalis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Zone Europe, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Zone Europe sur Sensation.